Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, un sommet de la CEDEAO élargi au Tchad et à la Mauritanie, avec ces chiffres qui font froid dans le dos, plus de 2000 attaques, 11 000 tués en 4 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre, et les chefs d'État qui se fixent 4 ans pour mobiliser la somme de 1 milliard de dollars. Principale décision de ce sommet de la CEDEAO à Ouagadougou, nous allons en parler. On va également parler de cette visite du Premier ministre malien en France, la première du chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, une visite axée autour des questions économiques. Et en dernier ressort, nous allons parler de cette mise sous mandat de dépôt de Bakary Togola, le président de la coopérative des producteurs de coton. Il a été auditionné et mis sous mandat de dépôt. On va même écouter le juge, le procureur anti-corruption dans ce débat du dimanche avec comme invité Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal et Serge Daniel, journaliste écrivain. Premier thème, l'Afrique de l'Ouest, je vous le disais, a enregistré les 4 dernières années plus de 2000 attaques, 11 000 tués et des millions de déplacés. L'information a été donnée ce week-end lors du sommet de la CEDEAO élargi au Tchad et à la Mauritanie, à Ouagadougou. Pour endiguer le mal, les chefs d'État se sont engagés à mobiliser 1 milliard de dollars sur 4 ans. Nous écoutons ici le président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Mahamadou Issoufou, ainsi que le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Nous devons nous fixer comme objectif politique la sauvegarde de l'intégrité territoriale de nos États, la sauvegarde de nos institutions démocratiques et républicaines et la sécurisation de tous les citoyens ainsi que la protection de leurs biens. Ces objectifs politiques ne peuvent être atteints, nous engageons fermement à éradiquer le terrorisme, la piraterie maritime, le crime organisé, les conflits intercommunautaires et le banditisme. C'est la preuve que la paix et la sécurité dans notre région restent au cœur de nos préoccupations communes. En effet, les menaces directes ou indirectes transcendent les frontières. Désormais, nous sommes tous exposés et aucun pays n'est à l'abri d'attaques terroristes. Au cours des 6 derniers mois, les conséquences des attaques terroristes ont atteint un niveau très alarmant. L'escalade de la violence et l'insécurité ont déclenché une crise humanitaire sans précédent. Voilà, Baba Ahmed, 2000 attaques, plus de 11 000 tués. On a l'impression que l'Afrique de l'Ouest, et puis c'est un sommet qui a été élargi au Tchad et à la Mauritanie, l'Afrique de l'Ouest prend à bras le corps cette question du terrorisme. C'est une question qui vient en ce moment, parce que n'oubliez pas, on était à la crise malienne. Il y a déjà quelques groupuscules, les GSP, qui venaient dans les années 2000 au Mali. Après, ça a pris de l'ampleur. Après, maintenant, ça a traversé les frontières du Mali. On est au niveau du Burkina en ce moment, après Bénin. Et donc, on était dans une crise malienne. Après, on a passé à une crise sahélienne. Et là, on est parti dans une crise ouest-africaine. Donc, c'est pour dire que malheureusement, depuis 4 ans, toutes les stratégies qui ont été mises en place n'ont pas pu trouver la solution à cette crise. Alexis Kalambri, un sommet extraordinaire sur la question justement à Ouagadougou. Non, on peut juste dire
mieux vaut tard que jamais. Vous savez, la CEDEAO dispose depuis longtemps d'un mécanisme paix et sécurité. La CEDEAO a été l'une des premières organisations à déployer même un représentant spécial au Mali. Et la CEDEAO est une organisation qui a une très bonne assise financière. Elle a vraiment une grande capacité de mobilisation des ressources, mais malheureusement, à la limite, elle est gangrénée par une bureaucratie qui a fait que, à ce jour, malgré qu'elle avait quand même pris les devants, malgré qu'elle avait réfléchi à ces problématiques depuis longtemps, elle a la traîne et on n'a rien vu. Donc peut-être que ce sommet sera un nouveau départ. Oui, un nouveau départ, ce sommet de Ouagadougou, Magankone. Espérons-le, parce que comme vient de le dire Alexis, la CEDEAO, c'est quand même l'une des organisations, en tout cas par le monde, qui s'est très vite, la première qui s'est impliquée même dans la crise déjà malienne, parce que quoi qu'on dise, tout ça tourne un peu autour de la lutte contre le terrorisme, et c'est fondamentalement du Mali, du centre du Mali, du nord du Mali, et puis du Burkina un peu, qu'on a parlé, même si on ne les a pas cités nommément au cours de ce sommet. Donc la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO sont les premiers à courir au chevet du Mali. Donc moi je me dis, c'est quand même important qu'on prenne cette question aujourd'hui à bras le corps, parce que on vient d'entendre le président burkinabé, c'est pas que aujourd'hui personne n'est à l'abri de ces attaques. Donc, mais maintenant, il faut la bonne approche pour que militairement, financièrement, on puisse affronter ce terrorisme. Et puis, maintenant que tout le monde vienne, on sait un peu, je dirais pas le ventre ou les ventres mous, permettez-moi l'expression, mais on sait un peu d'où est-ce que tout ça peut venir, et puis comment contrecarrer tout ça. Il faut que les gens aient ce langage de la vérité et qu'ensemble, on aide ces États, ces pays, ces armées à se renforcer avec plus de moyens et plus d'hommes. Oui, c'est très important. Pour moi, il y a deux avantages quand même et un inconvénient. Le premier avantage, c'est que ça élargit totalement la base de la lutte. Parce que vous avez le Nigeria qui intègre, parce que vous avez quand même dans la CEDEAO trois choses. Vous avez AQMI, vous avez l'État islamique et puis vous avez Boko Haram. Le Nigeria, c'est très important parce que sur 4 habitants de la CEDEAO, 3 sont nigérians. Il y a le poids démographique, le poids militaire. À l'époque, vous vous souvenez que les Kemwag, c'était le Nigeria qui était le bras armé. Donc c'était important d'intégrer le Nigeria. Le Nigeria et 2 autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, c'est-à-dire le Tchad et puis la Mauritanie. Deuxième avantage, ça permet probablement d'éviter le piège juridique du G5 que l'ONU ne veut pas financer, puisque la structure de la CEDEAO a le droit d'avoir une force commune, par exemple. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Mais là où je suis un peu sceptique, c'est sur le montant d'1 milliard de dollars. On n'arrive déjà pas à financer le G5. 5 pays n'arrivent pas à s'en sortir. 3 pays n'arrivent pas à s'en sortir au niveau du Liptako Gourma, par exemple. Et aujourd'hui, il faut financer 1 milliard de dollars avec la CEDEAO et 2 autres pays, le Tchad qui est un peu militairement la frégate des troupes africaines au Mali, et ensuite la Mauritanie. Je suis plutôt réservé sur la capacité de mobilisation des fonds, la capacité de voir très rapidement rentrer en action cette troupe et ces troupes-là. Sinon, juridiquement, ils évitent le piège du G5 et on élargit la base, c'est une bonne chose, mais j'attends de voir. Oui, justement, Baba Ahmed, est-ce qu'on ne peut pas parler de signes de lassitude du G5 Sahel, puisqu'au même moment, il y avait même un sommet du G5 Sahel à Ouagadougou, mais ça a été quasiment comme un non-événement, puisque supplanté par ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Est-ce que le fait qu'on veuille mettre en branle cette mobilisation pour lutter contre le terrorisme ne traduit pas quelque part l'échec, sinon ne constitue pas un aveu d'échec d'impuissance du G5 Sahel? Bon, je voulais juste compléter, Serge, s'il me le permet, je voulais juste dire que le Nigeria aussi, c'est le poids économique aussi, donc en plus de la démographie et tous les autres atouts dont Serge a cité. Donc, en ce qui concerne, je pense que les deux sommets sont complémentaires. En fait, le G5 Sahel... C'était sur l'électricité. Oui. C'est bizarre. Bon, officiellement. Mais le G5 Sahel a peaufiné son plan qu'il doit présenter au niveau de la CEDEAO et c'était ainsi. Mais, comme Serge vient de le dire, déjà, le G5 Sahel n'arrive pas
à mobiliser les 500 millions d'euros dont il a besoin, comment est-ce qu'aujourd'hui on rentre dans un autre schéma de mobilisation des millions de dollars, voilà, pardon, des milliards de dollars. Donc c'est là, ça c'est pas, en fait, j'accorde pas beaucoup de crédit à ça. Mais ça peut changer. Par contre, moi, c'est la capacité d'intervention même de ces armées de la CEDEAO qui, je doute aujourd'hui, je vois difficilement le Nigeria aller venir au Mali, et je vois difficilement, par exemple, d'autres pays. Donc, ce n'est pas les mêmes réalités géographiques. Et les armées, on les connaît, ils s'adaptent à leur zone. Ils sont plus efficaces au niveau de leur zone. Et bon, moi je pense plutôt qu'ils veulent, au niveau de la CEDEAO, on veut un peu régionaliser un peu la lutte commune pour riposter contre aussi cette régionalisation des groupes djihadistes. D'accord. Alexis Kalambiri, au niveau de la conception même, de l'idée de mobiliser, de chercher des financements, Serge a parlé de superposition après le G5 Sahel. Qu'est-ce qui peut être fait en sorte que ce nouveau plan, cette nouvelle idée ne puisse pas connaître le même sort que l'idée à la base du G5 Sahel? En fait, je crois que comme réponse à l'échec, si on peut s'exprimer comme ça, du G5 Sahel, vient la CEDEAO. Et je le disais au début, la CEDEAO est très riche. La CEDEAO a un très bon mécanisme de mobilisation des ressources, à la fois interne à partir des prélèvements aux portes, mais également dispose d'un bon vivier. Et vous avez vu, en couplant les deux sommets justement, on a mis en avant cet aspect de développement. Et vous avez déjà vu comment la BAD s'est engagée à prendre en charge tout cet aspect de développement de l'énergie. Non, je crois que la CEDEAO, oui, je l'ai dit, qui était à la traîne malgré qu'elle avait anticipé la crise, malgré qu'elle a réfléchi, malgré qu'elle disposait de moyens d'intervenir, qui était restée à la traîne, est en train de capitaliser, disons, la mauvaise expérience du G5 Sahel pour pallier ce déficit et aller de l'avant. Je veux dire, pour moi, c'est un peu la mort du G5. Si Alexis me permet l'expression. C'est un peu la mort du G5 parce que le G5 ne peut pas fonctionner. Les Occidentaux, il ne faut pas penser aussi que c'est la faute seulement de nos dirigeants si le G5 ne fonctionne pas. C'est aussi la faute des pays occidentaux. Parce que quand la France dit, par exemple, je donne 1 million au G5, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'armement. Est-ce que c'est neuf ? C'est pas tout le temps neuf. Lorsque l'Arabie Saoudite a dit je donne 100 millions par exemple de dollars au G5, les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bon, nous on va prendre l'argent pour vous donner des armes. Les autres disent non, nous allons créer plutôt une judiciaire pour un fonds pour pouvoir gérer notre argent. Donc le G5 juridiquement avait des problèmes. Alors que si vous voyez la CEDEAO existe déjà. Un pays comme le Nigeria, c'est un poids lourd, on le disait tout à l'heure. Donc ils pourraient mieux s'entendre. Ensuite, si vous prenez les terroristes, on a découvert que les terroristes qui commettaient des attaques à Bamako sont les mêmes qui vont à Abidjan, à Bassam, que ce sont les mêmes qui vont à Ouaga. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou lui qui le disait tout à l'heure, ça permet de mieux coordonner les choses. Mais encore une fois, moi je suis un peu sceptique parce que le pognon, c'est le nerf de la guerre. Et comment ils vont mobiliser ça assez rapidement, ça va être un peu compliqué, je pense. D'accord, justement, on va rester autour du pognon, le nerf de la guerre. Makankone, si on regarde les deux méthodes, les deux façons de mobilisation, il y a quasiment une rupture, sinon une révolution par rapport à ce que propose la CEDEAO, puisqu'elle propose un financement interne, alors que le G5 Sahel, c'était un financement de l'extérieur, voilà, avec un mandat onusien. Tout à fait. Mais compte tenu des difficultés auxquelles font face les pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous pensez qu'ils seront à même de mobiliser ce milliard de dollars-là? Moi, bon, si on croit en tout cas le discours de clôture du président burkinabé, j'ai suivi ça sur la RTB hier, c'était en direct, comme c'était en direct,
Je crois qu'ils ont une façon de débourser. Il a détaillé un peu, c'est sur 4 ans, et puis c'est dans les détails. Il a expliqué que cet argent sera mis dans la formation, l'équipement. Il a vraiment détaillé. Contrairement à un communiqué de la présidence du Mali où j'ai vu qu'il y a comme si les milliards étaient déjà acquis. Ça, je ne sais pas comment c'est arrivé. Non, c'était juste la passage. Je crois que Roch a vraiment détaillé, le président Roch-Marc a détaillé comment est-ce qu'ils vont débourser, comment l'argent sera utilisé. Moi, je crois que la méthode, en tout cas, s'ils s'y tiennent à celle-là, elle peut marcher. Les gens, et puis maintenant, ils veulent, comme vous venez de le dire, cette fois-ci, je crois que la CEDEAO veut prendre la chose en main. Par rapport à l'organisation, je me pose une petite question, et je me dis peut-être qu'ils doivent réfléchir à cela. Tout de suite, en écoutant les uns et les autres, j'ai compris, il y a quand même des militaires de la CEDEAO au sein de l'aménagement. Bon, on va encore mobiliser d'autres militaires des mêmes États et tout, ou si c'est les mêmes militaires, pourquoi ne pas renforcer l'existant déjà. Ça, je viens de le dire. En fait, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les origines, les pistes du terrorisme, elles ne sont pas très cachées. On sait que c'est un peu cette zone du lac Tchad, le nord Mali, le centre un peu. Pourquoi ne pas renforcer l'existant dans ces zones au lieu de mobiliser encore d'autres militaires et tout, quoi. Moi, je suis vraiment optimiste pour 2 raisons au niveau de la CEDEAO. Un, comme je l'ai dit, vous savez, la CEDEAO et l'UEMOA sont classés parmi les organisations internationales qui ont quand même réussi à mettre en place un bon mécanisme de financement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à chaque État de donner tel montant. Ce qui, même si les États ont de l'argent pour des problèmes de bureaucratie, peut traîner, mais eux, ils ont des prélèvements aux portes sur les importations. Donc, ça permet de se financer directement à la source et ça permet disons, d'avoir une visibilité sur les sous qui rentrent. Vous voyez que la CEDEAO n'a jamais de problème de trésorerie de ce genre-là. C'est les pays pauvres. D'accord. Ok. D'accord. On va évoluer dans ce débat du dimanche. Avant d'en venir au deuxième thème, peut-être cette annonce, puisqu'on est autour de ces questions de sécurité, d'insécurité, pour vous dire que notre série d'émissions autour de l'accord d'Alger se poursuit. Ce soir, le thème accord d'Alger, décentralisation poussée, fédéralisme ou partition du Mali avec un point d'interrogation, ce sera à 22h TU. Et pour en parler, Robert Dissa qui doit être avec nous. Dissa, bonsoir. Est-ce que vous pouvez très brièvement revenir sur le débat de ce jour à 22h TU? D'Africable Télévision. Ce soir, dans le débat politique, nous aurons comme thème accord d'Alger, partition, décentralisation ou fédéralisme. Nous allons nous intéresser au titre 2 de l'accord ce soir, notamment les titres relatifs aux questions politiques et institutionnelles avec une dizaine d'articles répartis en 4 chapitres. Nous aurons une approche compréhensive ce soir dans cette émission avec nos invités, lecture, explication et commentaires des textes pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre les textes. Et voilà, nous serons donc aussi exceptionnellement ce soir avec 6 invités, M. Tangara. Voilà, justement, qui sont ces 6 invités, très rapidement, ces 6 invités? Je ne vous reçois pas tellement, qui sont ces 6 invités, justement? Alors, les 6 invités sont M. Ataï Ag Mohamed de la SEMA, Sandi Aïdara du parti UM-RDA, Moulay Ahmed Ould Moulay de la plateforme, Mohamed Ag Al-Bachar du MSA, Maître Abdourahman Ben Mamata Touré, juriste et avocat, et enfin, nous serons avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste. Voilà, c'est le rendez-vous est pris. Voilà, le rendez-vous est pris 22h temps universel en public, mise en place 21h30 et nous profitons pour faire ce coup de cœur avec l'équipe de basketball de Kidal qui a remporté la Coupe du Mali chez les hommes
félicitations. Voilà, Kidal qui est sur le toit du Mali dans le domaine du basket. Félicitations. Donc, deuxième thème de ce débat du dimanche avec cette première visite officielle du chef du gouvernement malien en France. Dr Boubou Cissé a été reçu, on le voit sur les images, par le président Emmanuel Macron. Une rencontre axée autour des questions économiques. Le Premier ministre malien a aussi rencontré son homologue Édouard Philippe. Alexis Calambri, les déplacements de Dr Boubou Cissé, c'était beaucoup plus au Mali, 2 fois la région de Mopti, également la région de Taï, mais cette fois-ci, il était en France, une visite essentiellement économique. Oui, économique et sécuritaire, bien entendu, parce que bon, il y a eu le côté officiel et officieux, mais on sent quand même qu'il a eu beaucoup de sollicitudes de la part des autorités françaises. Peut-être que c'est un bon signe. Vous avez vu comment ça s'est organisé, comment il a été... on a vu, c'est rare de voir Macron venir jusqu'au perron recevoir un Premier ministre. Je pense que oui, pour le moment, c'était... La photo était déjà belle, on peut dire. Oui, Baba Ahmed, sur cette visite à Paris. Bon, quand on voit la composition du Premier ministre Boubou Cissé, on voit bien qu'il est accompagné par le ministre de la décentralisation, il est accompagné par l'opposant migrateur, le ministre des Affaires étrangères qui aime les travailleurs. Le ministre de la Sécurité aussi. Et le ministre de la Sécurité. Ouais. Donc effectivement, il est... de la Santé aussi. Et de la Santé, voilà, M. Michel Sidibé. Donc on voit quand même qu'il est parti avec des ministres qui vont travailler dans des domaines bien nombreux. Hein. Et donc pour moi, bon, on attend bien voir le résultat. Pour le moment, c'est des conventions qui ont été signées et commencer les conventions, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Makankole. Moi, j'ai remarqué, en fait, vous avez parlé de visite économique, sécuritaire. Moi, je crois que cette visite est hautement politique, c'est mon avis. Hein. Parce que, je sais pas, j'ai appelé, je peux me permettre d'en parler ici, pour ne pas raconter des bêtises, bon, j'ai appelé Serge qui est quand même un aîné à moi, qui a plus d'expérience. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas la toute première fois qu'un Premier ministre, un président de la République française, sort au perron accueillir un Premier ministre non parlementaire, un Premier ministre non parlementaire. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est la toute première fois. Et le raccompagner, c'est pas sûr, le raccompagner, et puis s'entretenir avec lui 1 heure durant, seul à seul. Je crois que moi, c'est plutôt l'aspect politique de la visite que j'ai reçu. Sinon, du point de vue économique, je crois qu'il n'a pas engrangé grand-chose, 20 milliards et trucs. Mais en termes de retombées politiques, moi, je crois que c'était le Premier ministre a remporté d'énormes points sur cette première visite. Et je crois que c'est tant mieux pour le Mali, quoi. Surtout que, bon, la France est quand même un très bon partenaire, c'est notre premier partenaire et tout, quoi. Une visite hautement politique. Hautement politique, comme le dirait Chana, ouais. Je riais tout à l'heure parce que vous n'avez pas compris, vous avez parlé de ministre migrateur. Bon, on en reparlera pour le coup. Vous n'avez pas compris. Il a compris. Bon. C'était très important, moi, je trouve. Effectivement, quand vous fouillez les archives de l'Élysée, etc., c'est la première fois qu'un président de la République française reçoit un Premier ministre africain, donc parlementaire. Et en plus, vous avez vu, ce qui m'a frappé, c'était au ministère de la Défense. Chez Mme Parly, il a eu droit aux honneurs militaires. Les honneurs militaires, ce sont les chefs d'État, et pas n'importe quel chef d'État. Donc c'est le Mali qui était honoré, je trouve, le Mali, mais également la personne du Premier ministre. Il y avait 6 ministres au début, finalement ils étaient 8 ministres, puisque la ministre de la Culture et celle de la promotion des investissements, je crois, étaient là. Et donc ça, c'était le caractère plutôt politique, c'est-à-dire que la France, qu'on le veuille ou pas, est attachée au Mali. La France est attachée, disons-le clairement, à Boubou Cissé. Ça, c'était quelque chose de très important. Ben, ensuite, je ne sais pas, à vous écouter tout de suite, on sait que le Premier ministre, il a la tête sur les épaules, mais ça donne des envies, quoi. Je ne sais pas, bon, si la France tient à Boubou. Je ne pense pas. Non, je pense que jusque-là, on ne voit chez lui que la volonté de réussir sa mission. Et effectivement, on n'était pas dans le secret des dieux, mais
en tout cas, les rencontres étaient beaucoup sur des dossiers qui fâchent, sur des sujets qui fâchent dans le domaine sécuritaire et quand même avec des garanties pour aider le Mali dans des domaines précis. Économiquement, il y a eu une aide budgétaire directe, c'était de l'argent frais. On ne donne plus de l'argent frais. La France ne donne plus de l'argent. On vous donne de l'argent pour faire ce que vous avez envie de faire, alors que généralement, on vous dit faites ça avec l'argent. Je pense que c'était une visite hautement politique, encore une fois, pour utiliser l'expression de Chana Takiou. C'est moi qui l'ai utilisé. Qui n'est pas là. Et donc, mais c'est pour le Mali, je pense, le Mali est un partenaire incontournable. Et désormais, je pense que Boubou Cissé aussi est un partenaire incontournable de la France. Oui, peut-être que ça ne ressort pas dans les interviews, les communiqués de presse. Les Maliens auraient aimé que le Premier ministre parle de la situation de Kidal, la situation du nord du Mali de façon générale au président de la République française, même si on n'a pas relevé ça dans le communiqué de presse. Cette question a certainement été abordée. Mais je suis tout à fait d'accord avec les intervenants quand on dit que c'est une visite hautement politique, parce que aussi la France aussi veut soigner son image au Mali. Elle intervient, elle est beaucoup critiquée dans les médias. Donc il était important pour Emmanuel Macron de s'afficher, d'accorder de l'importance aux autorités maliennes. Et ça rehausse aussi la cote de popularité de la France au Mali. Donc c'est pas que pour Boubou Cissé, mais aussi il y a aussi un signal diplomatique qui est véhiculé par cette image-là, n'est-ce pas? Donc ça c'est ce que je pense. Après, pour le départ de Boubou Cissé, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début des mouvements Gilets jaunes en France, le Premier ministre Édouard Philippe devrait venir à Bamako, mais à cause de ces mouvements-là, il n'est pas venu. Nous, au Mali, ici, malheureusement, il y a eu ces mouvements-là de Kidal, Tombouctou, pardon, pas Kidal, mais il y a eu Tombouctou, Gao, Menaka. Et nous, notre Premier ministre, il n'a pas annulé son voyage sur la France. Il est parti. Donc, c'est là, bon, je comprends bien qu'en fait, c'est pas, les États ne sont pas pareils. Mais pour moi, bon, c'était voilà, c'est un truc à double tranchant. Tout à fait, on a entendu les sommes engrangées. 2 secondes. C'est quand même un message également que la France envoie à toutes les autorités, à tout le monde au Mali aujourd'hui pour dire qu'elle est là présente. Et quand le président de la République française lui-même sort accueillir notre Premier ministre, il veut dire qu'ils sont là. C'est pour nous dire, écoutez, on est là, on suit. D'accord. Alexis Calambri, on a entendu les sommes engrangées à l'issue de cette visite-là. On aurait aimé qu'elle puisse contribuer à la réhabilitation des routes, à la construction de nouvelles routes, puisque Boubou Cissé, de retour à Bamako, il vient trouver cette équation-là, puisqu'on apprend que ce soit à Bougouni, à Bamako, des jeunes s'apprêtent à se mobiliser encore par rapport à ces émeutes de la route. Oui, un défi pour le Premier ministre. C'est un défi pour le Premier ministre d'adresser ces problèmes réels qui de plus en plus mobilisent les jeunes. Bon, je pense que la France n'était peut-être pas le meilleur partenaire pour, disons, obtenir quoi que ce soit par rapport aux routes, mais je pense que c'est, en tout cas, je pense que dans les jours à venir, si les discussions qui sont en cours aboutissent, certainement ces mobilisations vont donner des résultats parce que le gouvernement semble avoir compris et prendre la mesure de ces poussées de fièvre. Baba Ahmed, c'était l'embellie à Paris, à l'Élysée, accompagné jusqu'au perron, les honneurs au niveau du ministère de la Défense. Mais une fois à Bamako, c'est la réalité. Le Premier ministre, il doit faire face à l'équation, à ces émeutes, ces manifestations de la route. Et c'est là qu'on l'attend parce que c'est vrai que les ministres, ces émissaires ont pu baisser les tensions dans le nord, mais en tout cas les échos qui viennent du sud, notamment de la région de Caille, les Caïsiens ne sont pas contents de l'état des travaux parce qu'ils ne s'attendent pas à cette manière, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc si le problème est là, il est parti, il est revenu, il va trouver le problème ici, et puis on va voir dans les prochains jours comment est-ce que Boubou Cissé pourra gérer cette question. Je trouve ce gouvernement moins arrogant sur les questions sociales.
voit des ministres, ils étaient obligés quand même de se déplacer, d'aller à Ménaka. Ils sont allés à Tombouctou, ils devaient aller à Gao, je crois le temps était mauvais, ils sont venus, ils sont repartis à Gao, ils ont signé, c'est ça qui m'a... et je revois encore les images, maître, comment il s'appelle, Amadoun, le ministre du Développement, l'ancien opposant, le ministre de la Communication, qui se faisait tout gentil, mais c'est-à-dire qu'il n'avait pas affaire à des syndicalistes. C'est-à-dire que vous avez un mouvement citoyen naissant qui balaye un peu tout ce qu'il y a comme société civile, etc., Conseil national de la jeunesse, qui s'impose comme une force à Tombouctou, à Gao, bientôt ailleurs, et le gouvernement est obligé de négocier. J'ai trouvé qu'ils ont été humbles, mais ça ne va pas régler le problème, parce que ce mouvement citoyen naissant est très vigilant, il va être difficile à être récupéré, et ce que les jeunes demandent aujourd'hui, avant de venir, j'ai passé un coup de fil à Cathy, j'ai passé un coup de fil à Caille, et ils disent, notre prochaine étape, c'est de nous dire comment les routes sont faites. Pourquoi l'argent qui est dépensé ou mobilisé pour construire les routes ne servent pas à construire de bonnes routes. Donc ça va nous rappeler le troisième sujet, c'est-à-dire le débat de la lutte contre la corruption. Oui, Makan, un mot là-dessus avant de continuer. Moi, là où je suis un peu inquiet par rapport à... C'est vrai que c'est bien, comme ça je l'ai dit, que les ministres aient suffisamment d'humilité, se déplacer, signer. Mais mon problème, c'est les engagements, d'abord, qui sont signés en détail, c'est-à-dire chaque sous-groupe, si je ne les minimise pas, qui s'élève, qui conteste, on signe un engagement, on signe des engagements. Le gouvernement est en train de s'engager avec pratiquement 5-10 sous-groupes. Ok. Maintenant, est-ce qu'ils pourront tenir ces engagements? Moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui commencent en octobre-novembre. Il y a des routes qui commencent la semaine prochaine et tout. Je doute fort que le gouvernement puisse tenir ces engagements. Et maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Parce que là, les routes, si elles ne sont pas construites comme les gens, ils sont là, ils vont veiller et ils vont se... Je me demande si les gens vont accepter d'autres missions, quelle que soit l'humilité des acteurs de ces missions, à signer d'autres engagements. Okay, donc pour conclure ce thème et revenir à ce contexte, à cette partie du débat, la visite du Premier ministre en France, peut-être Alexis, il faudrait qu'il aille en Chine pour pouvoir avoir des gages, des garanties de construction. Non, justement, pas forcément. Vous savez... Vous revenez de la Chine. Il était envoyé du Premier ministre en Chine. Non. Vous savez, le Mali et l'Éthiopie sont les deux pays que l'Union européenne appuie fortement, justement pour les routes. Vous savez, au Mali, il se passe que, à la limite, on a plus de problèmes de passer un marché pour les constructions de routes que pour mobiliser l'argent. Justement, je pense que, comme disait Serge, le prochain défi est à ce niveau-là et c'est interne au ministère chargé de ces questions-là, parce que, oui, qui va passer à qui, on fait des tiraillements sur 5, sur 10 ans pour passer un marché dans le financement. Mais en fait, il s'est dit qu'il y avait de l'argent destiné à l'entretien, à la construction des routes, mais que l'argent a été destiné à autre chose. Oui, d'accord. La dernière fois, vous avez dit, très rapidement, vous avez dit qu'il y avait de l'argent qui était débloqué on devait construire des routes il y a quelques années et qu'on n'a pas construit. Effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème d'intégrité, ça pose un problème de transparence. C'est pas normal qu'on construise une route aujourd'hui et que 6 mois après, qu'on découvre qu'en fait que c'était pas du goudron mais qu'un ruban de bitume. Oui, avec l'espoir que le procureur anti-corruption s'intéresse à ces questions-là, justement, Mahamadou Kassogué, qui sur la base de dénonciations anonymes a auditionné et mis sous mandat de dépôt le président de la coopérative des producteurs de coton par rapport à des ristournes de la CMDT. La CMDT, c'est la compagnie malienne du développement de textile. 9 milliards d'injustifiés, des informations données par le procureur Kassogué que nous écoutons ici justement. Les investigations menées nous ont permis de comprendre que de 2013 à 2019, la CMDT a mis à la disposition de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali 13 milliards 431 millions 431 000 37 francs CFA. Sur ce montant-là, seuls 8 milliards
854 760 823 francs ressortent de la comptabilité de la Confédération. Donc il y a un montant de 4 576 214 francs qui n'ont pas été comptabilisés. Et sur les 8 milliards qui ont été comptabilisés, seuls 3 969 284 966 francs CFA ont pu être justifiés. Il va sans dire qu'un montant de 4 885 millions, excusez-moi, les juristes et les chiffres, c'est pas facile. 4 885 475 857 francs non justifiés. Ce qui fait un total non justifié de 9 462 152 071 francs, écart découvert à la date d'aujourd'hui. Donc c'est une enquête préliminaire qui vient d'être bouclée et les relais sera pris par un juge d'instruction qui va approfondir les enquêtes. Donc à ce stade, c'est ce montant qui se trouve être non justifié. Et c'est ainsi que nous avons ordonné les jeudis dans la journée qu'une mesure de garde à vue soit prise contre M. Bakary Togola, président du conseil d'administration de la Confédération et présumé auteur principal de ces malversations dénoncées. Donc la mesure de garde à vue a été prise, l'enquête a été bouclée hier vendredi et la procédure nous a été transmise. Après en avoir pris connaissance et l'avoir sérieusement examiné, nous avons décidé de l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà. Voilà, on comprend la réalisation qui veut suivre en intégralité cette intervention du procureur Kassogué. Mais Alexis Kalambri, première question, ce sera à vous, Mali Tribune, qui avait publié une série d'articles justement par rapport à ces questions-là. Oui, effectivement, nous avions eu le dossier et effectivement, Mali Tribune a été parmi ceux qui ont soulevé le lièvre. Mais oui, si vous avez entendu le procureur, à ce stade, l'instruction, ou du moins la plainte et les enquêtes ne portent que sur les ristournes. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres aspects qui n'ont pas été abordés, d'autres aspects dont nous on avait parlé, mais également, ce qu'on peut ajouter, c'est que le dossier quand même a déjà été confié au 8e cabinet. Oui, est-ce que c'est un réveil de la justice malienne, Baba Ahmed? Peut-être que c'est le début, on verra les jours à venir, vont nous dire si d'autres têtes vont tomber ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette pratique, malheureusement, elle existe au Mali depuis longtemps. Quand on voit que sur 13 milliards, il y a 9, on n'arrive pas, parce qu'on parle de milliards quand même, pour un pays pauvre. Donc c'est quand même extrêmement grave, surtout dans des domaines dont le président de la République veut faire d'une vitrine de sa gouvernance, qui est l'agriculture. D'accord. Magan Kouni, sur la question. Moi, je crois surtout qu'il faut qu'on évite de personnaliser cette affaire à travers tout de communication. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est Bakary Togola. Il faut qu'en communiquant, qu'on pousse un simple citoyen et que la justice ne fait que son travail. Ce n'est pas extraordinaire, c'est injusticiable, à qui on reproche des choses, qui est jusqu'à preuve du contraire présumé innocent. Donc, moi, je préfère ça. Mais là, je crois qu'on est en train de trop passionner cette question et qu'on est en train de personnaliser, comme si c'est Bakary Togola, simplement Bakary Togola. Parce que si on continue comme cela, il va être très difficile qu'on aille jusqu'au bout, parce que ça va susciter énormément de pression politique. Et si on continue comme ça également, il faut que tous ceux qui sont cités par la presse, il faut que le juge là, il a quand même pris de sérieux engagements. Moi, je me souviens d'abord d'une affaire d'un ministre en fonction aujourd'hui,
et que Alexis a aussi traité, et que d'autres journaux, que Mali Tribune a traité, c'est la même chose. Hein. Que d'autres journaux, que d'autres journaux aussi, voilà, que d'autres journaux ont traité. Il s'agit du ministre Gano et le directeur général de l'Office du Niger. C'est un dossier aussi qui est même passé, paraît-il, au niveau du pôle économique, mais on n'a rien vu. Et si aujourd'hui on fait tant de tapage autour de Bakary Togola, moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais serré la main à ce monsieur parce qu'il est tout trop bavard, bizarre. Ça. Mais il faut que la justice aille jusqu'au bout. Il faut qu'on communique moins sur ce dossier. Et puis, il faut qu'on arrête de personnaliser les questions de justice. Oui, justement, Alexis Calambri, est-ce que Serge Daniel, bon, puisque Mali Tribune a soulevé les lièvres, mais Serge Daniel, est-ce que le fait qu'on personnalise, le fait qu'il y ait trop de passion par rapport à cette affaire ne relève pas du fait que Bakary Togola, c'était quand même un proche du pouvoir, c'est pas n'importe qui. Et les gens avaient pensé que la justice malienne ne serait pas assez courageuse pour ouvrir des informations par rapport à des personnalités de ce genre-là. Oui, je pense que c'est ça quand même. C'est une figure centrale de la vie politique malienne. En plus, il a eu une formule choc à un moment, si vous vous souvenez. Il a dit au président Bambara, je traduis en français, écoutez, bon, les opposants, donnez-leur à manger, ils vont se taire. Donc c'est quand même un personnage central. Je voulais faire deux observations quand même. Le président, quand il a été élu en 2013, il a dit, ce sera l'année de lutte contre la corruption. Franchement, il a mis du temps pour mettre le turbo, ça on peut le dire. Sur la forme, tout à l'heure, le juge, le procureur anticorruption, il est aussi nul que moi dans un domaine, c'est le domaine des chiffres. C'est une catastrophe, sa communication qu'il a voulu faire. Puisqu'il a commencé, si vous vous souvenez, à dire il n'y aura pas d'interview, pas de questions. S'il n'y a pas d'interview, pas de questions, qu'il nomme un porte-parole ou qu'il fasse un communiqué. Parce que ça devient un show médiatique. Et si ça devient un show médiatique, ça peut le rattraper lui-même. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a 6 suspects. Je ne sais pas, c'est à la justice de le dire. À partir du moment où il dit qu'il y a 6 suspects, les gens aussi commencent à se sauver du pays, aussi commencent à rentrer sur la table. Il faut éviter le show et faire le job. Je ne dis pas qu'il fait le job, mais dans la forme, il ne réussit pas, de mon point de vue, pour le moment. Parce que ce qu'on entend, il y aura probablement des interpellations aussi élevées, de personnalité, on entend. Et il faut respecter les lois de la République. Les lois de la République, c'est que tout le monde, devant la justice, il n'y a pas d'être supérieur, d'être inférieur. Mais si vous mettez à faire du show médiatique, vous embrouillez tout le monde. Et ça ne règle pas le problème. Togola, c'est quelqu'un de très important. Ses avocats ont tenu une réunion aujourd'hui, dimanche. Toi, tu ne pouvais pas y aller, tu sais pourquoi. Il a constitué 6 cabinets parce qu'il dit, écoutez, moi, je ne me reproche absolument rien. Donc, il faut maintenant que la justice fasse son travail et qu'on se dise que M. Togola, ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il est coupable. Comme vous, je ne lui ai jamais serré la main. D'accord. Bon, Maître Kounari n'est pas sur ce plateau pour qu'on lui pose des questions. Voilà. Sur ce plateau, je connais pourquoi. Tout à fait. Ok, d'accord. Baba Ahmed, est-ce que cette affaire Bakary Togola ne traduit pas peut-être aussi l'insuffisance de résultats des structures de contrôle que nous avons mises en place? D'abord, au niveau de la CMDT, il doit y avoir des structures de contrôle, c'est l'argent public. Au niveau des ministères, des départements et tout. Est-ce que ça ne relève pas un peu de leur insuffisance? Parce que c'est de 2013 à 2019. Ça veut dire que tranquillement, pendant tout ce temps-là, voilà, on est allé... Surtout que la dénonciation est anonyme. Anonyme, tout à fait. Anonyme. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'échec des structures de contrôle, que ce soit au niveau des départements ou d'autres structures publiques du Mali? Non, pas échec, je ne pense pas, parce que pour moi, c'est des maillons faibles, pour moi, c'est du laxisme, parce que ces structures de contrôle ne fonctionnent pas, malheureusement. Ils ne fonctionnent pas, ils sont dans les systèmes. En fait, ils sont dans les systèmes. Comme je vous ai dit, Bakary Togola, il n'est pas le seul dans ce genre de situation. Malheureusement, quand vous partez enquêter sur dans d'autres domaines, on va découvrir d'autres cas encore plus graves. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand par exemple, un ministère ou un département, par exemple, ils font des bons, un bon, ça doit passer chez le contrôleur regarde, mais en réalité, il ne regarde pas. Il voit ce que lui, il peut gagner. Après, il fait passer.
Et souvent, par rapport aux signatures, chacun a peur parce que le contrôleur aussi, il a peur de son poste. Parce que s'il commence à se manifester, on va le relever, on va mettre quelqu'un d'autre. On va dire, tu n'es pas le seul Malien qui est capable de faire ce genre de travail. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, cette histoire de Bakary Togola n'est que la partie visible de l'iceberg. D'accord. Et ça, c'est le grand problème pour moi de ce système de contrôle de l'État. Et je pense qu'il faut avoir des gens qui contrôlent les contrôleurs et peut-être que le contrôle doit passer par plusieurs phases, okay. Voilà, pour vraiment assainir ces secteurs-là. D'accord. Alexis Calambri, est-ce que du moment où le procureur est à même d'auditionner et de mettre sous mandat de dépôt sur la base de dénonciations anonymes, il ne faudrait pas ouvrir également des enquêtes par rapport à des déclarations du premier magistrat, le président de la République, qui s'est prononcé sur les hélicos coulés au sol, ou même d'autres voix autorisées. Dès lors que sur la base de simples dénonciations anonymes, on peut mettre sous mandat de dépôt de personnalités de ce genre, les déclarations et du président de la République et du président de la Commission de défense doivent également être prises au sérieux, objet d'enquête. Bien entendu, et je pense que le procureur l'avait annoncé déjà dans sa première conférence, il avait évoqué cette question. Donc je pense que au moins le prochain dossier brûlant serait peut-être justement ces questions d'avion, comme il avait annoncé. Mais je voudrais vraiment dire rapidement que oui, cette procédure peut-être nous réconcilie un peu avec notre justice. Parce que à la limite, si vous avez entendu le président, il a toujours dit « je n'ai jamais empêché quelqu'un de faire son travail ». Et on ne comprenait pas disons, ce silence assourdissant de la justice. Mais le deuxième aspect, c'est que, oui, on semble dire il a soutenu le président, mais il a soutenu tous les présidents. Et soutenir un président, désormais, j'espère que ça va entrer dans la jurisprudence, que soutenir un président n'est pas un blanc-seing. D'accord. Très rapidement, je voulais dire à Alexis que ce n'est pas parce que le président de la République dit je n'ai jamais empêché quelqu'un de faire son travail dans la justice que la justice va fonctionner. Il appartient au président de la République d'encourager, de donner un coup de qu'il faut, et non de se limiter à des propos théoriques. Ça, c'est un. Pour terminer, je dirais pas plus. Je sais qu'il y a 3 dossiers qui vont passer devant le juge anticorruption. Ce qu'on peut souhaiter dans ce pays, c'est que nul ne soit au-dessus de la loi, et que tous ceux qui ont affaire à la justice puissent se défendre comme des citoyens égaux dans un pays où il y a une loi fondamentale qui reconnaît des droits et des devoirs à chacun, mais que nul ne soit au-dessus de la loi. Oui, nouvelle libération également sur une affaire d'hélico. Oui, moi j'allais dire, ce qui était à la conférence, au point de presse du procureur l'autre jour. La déclaration. Ok, la déclaration, d'accord. Il a dit un truc qui est important, il a dit qu'ils vont faire en sorte que la loi ne les délimite pas. Il a dit qu'il y a la loi qui limite leur action. Je ne sais pas s'il fait allusion à cette histoire d'hélico, parce que moi je suis tombé sur un décret qui date de 2014, qui range les hélicos, les équipements militaires dans le domaine du secret de défense. Et ça limite les enquêtes dessus. Donc je ne sais pas, aujourd'hui ici, c'est de cela que c'est par rapport à ça que le procureur faisait allusion. Et si encore ce décret peut les empêcher encore, parce que normalement, et puis c'est suite à, je crois, à cette affaire d'équipement militaire, ils ont pris un nouveau décret, mais un nouveau décret qui délimite encore le champ d'action de la justice. D'accord, avec l'espoir donc que ce soit le réveil de la justice malienne, au-delà de ces questions économiques, que les Maliens puissent également être éclairés autour des questions comme la disparition de notre confrère Birama Touré du Sphinx, avec ce nouveau réveil de la justice malienne. Avant de se quitter, cet avis de disparition, Boubacar Ba, banquier domicilié à Bako Djikoroni, qui n'a pas été aperçu depuis des heures, Boubacar Ba. Dans nos prochaines émissions, nous allons faire en sorte que vous puissiez avoir ces images. Boubacar Ba, banquier à Bako Djikoroni, pour toute information
n'hésitez pas à nous contacter ici à Africa Blood Télévision. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal et Serge Daniel, journaliste écrivain. 22h, l'émission Grand Public, accord d'Alger, fédéralisme, partition du pays ou décentralisation poussée à 22h avec Robert Dissa.